Merci de nous rester fidèles au programme de la télévision Labari. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Révocation du secrétaire général de l'Assemblée nationale. La polémique s'installe entre le bureau de l'Assemblée nationale et le président Hamamadou. Les faits dans ce journal. Les forces de défense et de sécurité auront bientôt un centre de formation haute technique de tir. La cérémonie de la pose de la première pierre du dit centre a eu lieu ce matin à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne étude de jeunes et bienvenue sur cette édition d'information. Direction à la présidence de la République où hier le chef de l'État a convié le monde du quatrième pouvoir, à savoir les médias, pour une rupture de jeûne collective. C'était en présence des responsables des médias publics et privés, des représentants des organisations socio-professionnelles des médias et des journalistes. Au 24e jour du mois béni de Ramadan, le quatrième pouvoir était à l'honneur au palais présidentiel. Journalistes de la presse publique et privée et représentants des organisations socio-professionnelles des médias étaient les invités du président de la République pour la rupture collective du jeûne. Cette initiative du président de la République est à saluer et les professionnels des médias s'en réjouissent. Ça rentre d'abord dans le cadre des rapports sociaux. Nous sommes dans le mois béni de l'islam, le mois de Ramadan. Et quoi de plus normal que la première personnalité du pays invite les différentes couches sociales pour venir rompre le jeûne. Donc c'est d'abord ça et ensuite ça rentre dans le cadre du raffermissement des rapports entre les médias et la classe politique. Ce qui est important, surtout quand on sait le rôle que jouent les médias dans notre pays. Le président de la République a maintes fois réaffirmé sa volonté d'accompagner les médias. Et donc c'est dans ce sens que les a invités, et du reste ça ce n'est pas la première fois, donc les a invités à venir chez lui pour rompre le jeûne dans la communion. Au-delà du fait que la presse soit un pouvoir, la rupture de jeûne est quand même un acte social hautement important. Le jeûne à lui-même est un moment de partage, c'est un moment de convivialité. Et donc il est tout à fait indiqué que le président de la République invite la presse publique et privée, les organisations socio-professionnelles, les médias pour rompre le jeûne avec eux dans la pure tradition musulmane et dans la pure tradition nigérienne. Donc pour moi c'est extrêmement important que toute la famille de la presse soit là. Et je pense que c'est parce que aussi cette grande famille estime que c'est important de venir, parce que c'est aussi l'occasion de s'entretenir avec le président de la République sur toutes les questions liées à la vie de la nation, puisque la presse traite de tous les sujets. Donc c'est aussi une occasion pour vous de rencontrer toutes les hautes autorités de l'exécutif à l'occasion de cette rupture. Un respect des institutions et que quel que soit ce qu'on a à reprocher ou quelle que soit l'interpellation que la presse peut faire éventuellement, elle se doit de reconnaître ce qui est fait et au-delà de ce qui est fait, d'apprécier et de juger. Et je pense qu'en venant, c'était aussi une façon de rendre hommage au président de la République pour les actions qu'il a menées. Le président de la République cherche à traduire en acte concret ce que l'islam prône, la solidarité agissante, l'humanisme et la rupture de jeûne collectivement symbolise cela.
La presse a été conviée pour la 3e fois. Je crois que le monde de la presse doit s'en réjouir, s'en féliciter pour que la solidarité puisse avoir droit de citer. Et c'est avec les médias que prend fin l'Iftar 2014 ou rupture collective initiée par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et cela depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Point de presse ce matin du ministre de l'Agriculture. Dans l'extrait dont je propose de suivre, Abdoulabo s'est prononcé sur l'affaire des bébés importés dont sa seconde épouse présumée coupable est aux arrêts à la prison civile de Kolon. On l'écoute. Je vous dis que vraiment j'ai la conscience tranquille. Après tout ce qui a été dit et écrit, je m'étonne encore que vous n'ayez pas de réponse. Je pensais qu'après tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, probablement que vous en êtes satisfait. Mais si vous ne l'êtes pas encore, on va attendre que la justice qui s'est saisie de la chose puisse rendre son verdict. Et en ce moment, peut-être vous reviendrez me voir après le verdict de la justice. Si j'ai quelque chose à ajouter, je vais rajouter. Mais pour le moment, vous me voyez, je suis très en forme, Dieu merci, je dors tranquillement. Je vais à la maison, au travail tranquillement. Je mange tranquillement, bien sûr, pendant les heures autorisées, puisqu'on est en carême. Alors je voudrais rassurer les uns et les autres que ça, c'est, comment dirais-je, c'est des choses de la vie. Donc, pour ça, ne vous en faites pas, vraiment, je suis très bien dans ma peau, Dieu merci. La salle d'audience du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a servi de cadre ce jour 23 juillet au plaidoyer dans le jugement au fond de l'affaire d'exclusion de quelques militants du MNSD Nassara par le bureau politique du parti. Un procès dont le délibéré est prévu pour le 3 septembre prochain à la satisfaction de la défense des exclus. Les détails avec maître Marc Lebien, avocat de Albadé Abouba et consorts. Nous avons démontré que la décision d'exclusion dont ont été victimes et qui a été infligée aux militants est totalement illégale et prise en violation des statuts et du règlement intérieur. En tout cas, nous avons développé un argumentaire qui devrait nous permettre d'avoir une décision qui devrait nous être favorable. Je ne veux pas préjudicier de la décision du tribunal, mais en tout cas, la lecture des statuts et du règlement intérieur, nous estimons, en tout cas d'après notre lecture de ces textes, que la décision d'exclusion a totalement été illégale et a violé les textes. C'est ce que nous avons développé donc devant le tribunal ce matin. Mieux, nous avons même dit que les décisions prises par le bureau politique national, n'est-ce pas, sont celles qui font foi et elles seules. Toute autre décision prise par un organe qui n'est pas compétent ou dont la convocation a été irrégulière, tant dans son mode que dans sa forme et dans les conditions de quorum, dès l'instant où elles sont irrégulières, elles ne peuvent pas s'imposer aux membres du parti. Je l'annonçais dans les titres, décidés dans un premier temps par le bureau de l'Assemblée, puis abrogé par le président de cette institution. La révocation du secrétaire général de l'Assemblée nationale crée une polémique au sein du bureau. Après l'abrogation de la révocation, les membres du bureau ayant décidé de celle-ci considèrent l'arrêté du président Mahamadou nul et sans effet. Retour sur les faits de cette affaire avec Abdourazak Idrissa. Les choses sont allées très vite. Le 16 juillet, une réunion du bureau de l'Assemblée est convoquée d'urgence. Elle est présidée par le premier vice-président, le président étant absent. Ordre du jour, la situation du secrétaire général de l'institution. Celui-ci a en effet écrit en décembre dernier une correspondance à une banque de la place pour demander une main levée sur caution d'avance d'un montant de près de 200 millions de francs CFA alors même qu'il n'est pas habilité. La réunion décide à l'unanimité de le démettre de ses fonctions et le premier vice-président signe l'arrêté. Le 20 juillet, le président de l'Assemblée rentre de son voyage et prend le lendemain une décision qui abroge l'arrêté mettant fin aux fonctions du secrétaire général. Un jour après, les membres du
bureau qui ont pris la décision du 16 juillet publient un communiqué pour déclarer nul et de nul effet l'arrêté du président de l'Assemblée. Ils regrettent dans leur communiqué que le président de l'Assemblée dénie au premier vice-président le droit de signer des arrêtés en cas de suppléance et aux autres membres le droit de se réunir en son absence pour faire fonctionner l'institution. Les 3 vice-présidents, le questeur et les 3 secrétaires parlementaires estiment que Hama Amadou, en agissant ainsi, a méconnu délibérément les textes de l'institution, surtout que, selon eux, il a pris la décision d'abrogation sans réunion préalable du bureau. Pour rappel, le secrétaire général Issa Kanga a été démis de ses fonctions pour faute administrative grave consistante à usurper le titre d'ordonnateur de l'Assemblée, à refuser d'informer sa hiérarchie et à faire de la rétention de l'information. Tout ceci se passe dans un climat tendu entre majorité et opposition et surtout au lendemain de la mise en place du bureau de l'institution composé pour le moment uniquement que de représentants des groupes parlementaires de la majorité. Cérémonie ce matin de pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation aux techniques de tir destiné à la police, à la gendarmerie et à la garde nationale. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses qui a présidé la cérémonie. C'était également en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec notre reporter Mamour Saleh. C'est un centre de formation aux techniques de tir destiné aux forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie et la garde nationale. Le centre pourrait même accueillir les hommes en tenue des autres pays de la sous-région. Un centre qui verra le jour grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique du Niger. Il sera le plus important centre de formation de la sous-région, dira le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis. Bien qu'il existe d'installations similaires de police dans la région, il n'y en a pas une à la dimension et aux capacités de formation comme celle-là. Compte tenu de l'histoire louable du Niger pour la solidarité africaine, récemment montrée dans l'accueil des réfugiés en provenance des pays voisins, nous nous attendons à terme de voir d'autres collègues des pays voisins invités par vous à participer à une formation commune dans ce centre. Pour le commandant du groupement d'intervention de la police nationale, ce centre de formation contribuera à l'amélioration des capacités des services des forces de défense et de sécurité de notre pays et même de la sous-région. C'est un centre moderne qui aura l'avantage de permettre à notre police nationale et au-delà des forces de défense et de sécurité d'optimiser leurs capacités opérationnelles. Parce que c'est un centre ultra moderne, le premier du genre en Afrique, qui aura la chance de bénéficier des infrastructures de dernière génération. Il sera composé d'un centre de tir, d'un simulateur de tir et d'un shoot house. C'est quoi le simulateur de tir? Le simulateur de tir, c'est une salle spécialement réservée à des unités constituées, des unités spéciales, qui permettra aux agents de développer leurs réflexes à travers la projection d'images que vous êtes et des cibles que vous êtes tenus de pouvoir atteindre en un temps record. Au fait, pour voir la réactivité des hommes. Le secrétaire général représentant le ministre de l'Intérieur a, au nom du ministre, remercié le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique du Niger et souhaite que ce centre va accroître les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais dire combien le Niger est fier d'abord de sa police nationale. Vous savez, c'est un maillon important dans le cadre de la sécurité publique, dans le cadre du maintien de l'ordre, et entre autres aussi de la lutte antiterroriste. Et nous savons combien notre pays est quand même au conflent de toute cette activité et de résultats très probants dont certainement vous avez partagé que nos éléments en tout cas sont en train de produire. Et je pense que cette infrastructure va accroître davantage leur capacité
d'intervention, mais également rendre encore plus performants les résultats auxquels ce centre-là, en tout cas, est appelé à produire. La formation au sein de ce futur centre sera assurée par des éléments de la police nationale formés aux États-Unis d'Amérique. L'organisation des professionnels de l'industrie du Niger, OPIN, a fait ce matin un don à la maternité poudrière. Il s'agit d'un don composé de produits made in Niger, n'est-ce pas, Nasser Dantoufou? C'est un don de plus de 3 millions de francs CFA, composé essentiellement des produits nationaux, le riz du Niger, le savon Marseille La Vie Belle, le lait en sachet de la laitière du Sahel et la bande, le savon liquide uni et divers. Un geste de l'organisation des professionnels de l'industrie du Niger qui soulagera sans nul doute la souffrance des pensionnaires de cette maternité. À travers ce don, nous souhaitons apporter notre modeste contribution pour quelque part alléger un peu les souffrances donc, de vos pensionnaires. Et ce don est essentiellement composé de produits made in Niger. C'est une façon pour nous de faire la promotion donc, de produits made in Niger et de pousser vos pensionnaires à consommer davantage le made in Niger et au-delà de vos pensionnaires, l'ensemble donc de la population nigérienne. Ce don vient à point nommé, souligne le directeur général de la maternité poudrière. Soyez-en rassurés, monsieur le représentant, nous allons être un de vos porte-parole auprès en tout cas de nos agents et auprès de nos malades pour que le slogan « Consommons nigérien » soit davantage une réalité. Nous remercions en tout cas l'ensemble des donateurs et nous vous rassurons que ces produits, en tout cas, seront utilisés à bon escient pour améliorer la santé des malades à travers l'alimentation, à travers les boissons, à travers l'amélioration de l'hygiène pour que vraiment d'une manière ou d'une autre ce don puisse contribuer effectivement à ce que les malades qui sont là puissent recouvrir rapidement la santé. Il faut noter que cette organisation a été créée en 2002 et a pour objectif la promotion des produits nationaux. Deuxième jour aujourd'hui de la grève déclenchée depuis hier par le syndicat national des travailleurs du pétrole Sinatrap. Le dit syndicat était en assemblée générale ce matin pour expliquer les raisons de son débrayage. La synthèse donc de ce point de presse avec Nafisa Zakou. L'exploitation de l'homme par l'homme. La violation du protocole d'accord. À travers cette assemblée générale, le syndicat national des travailleurs du pétrole Sinatrap manifeste son mécontentement et son désarroi vis-à-vis de leur employeur. Et déjà, le Sinatrap observe depuis hier un arrêt de travail de 48 heures en cause respect du protocole d'accord par le gouvernement signé le 8 mai 2014. Les principaux points qui nous ont poussés à aller en grève et puis les points fondamentaux, tels que on ne peut pas comprendre dans une société pétrolière et surtout étrangère venir s'installer dans le pays et ne suit pas les lois de travail du Niger. Donc en quelque sorte le code de travail. Il y a des sociétés qui n'ont ni statut de personnel, ni règlement intérieur, donc, et ni grille salariale. Donc vraiment ce sont les raisons là qui nous ont poussés à aller en grève du moment où on a essayé de mettre ces sociétés-là dans le droit chemin et ils ont refusé de nous entendre. En espérant qu'ils allaient réagir pour vraiment ouvrir un terrain d'entente et l'application stricte du protocole d'accord. Cette assemblée générale a été aussi une occasion pour le Sinatrap de faire le bilan de la première journée de cette grève. Au niveau de la BGP, l'étude sismique, c'est-à-dire l'exploration, est suspendue. Au niveau de JWDC et CNLC, les forages de puits de pétrole sont en arrêt. Au niveau de la CNPC, les stations de transfert de brut vers la raffinerie ne sont plus en activité.
Au niveau de CPTDC, le transport est aussi en arrêt. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune liaison entre les sites. Le vol aérien Niamey-Agadem, Zander-Difa n'a pas eu lieu aussi. En conclusion, la grève a été suivie à 100% à Agadem, Difa, Zander, Niamey et Agadez. Le Ben Sinatrap entend passer à la vitesse supérieure si rien ne fait après l'expiration de cet arrêt de travail. La lutte continue. La lutte continue. Dans quelques jours, la Oumma islamique va commémorer la fête de Ramadan. L'ambiance au niveau des marchés cap aujourd'hui sur les prix de la volaille. Vous allez le voir, c'est déjà l'inflation. N'est-ce pas, Nasser Dantouf? À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, qui sera couronné par la fête de l'Aïd al-Fitr, dans les marchés, l'ambiance bat son plein, tout comme chez les vendeurs de volailles où la spéculation des prix s'installe déjà. Les pintades, tout comme les poulets, sont trop chers. Je viens de marchander une pintade à 4500 et un poulet à 3500 francs. Regardez, hier seulement j'ai payé une pintade à 4000 francs. Et aujourd'hui, on me dit 4500. À ce rythme, à combien on va l'acheter d'ici la fête? Chaque jour, il y a au moins 250, 200 5000 au moins, c'est bon. Pour les vendeurs, les prix sont encore abordables. L'air n'est pas aux inquiétudes. Les prix sont abordables parce qu'il n'y a pas de marché maintenant. Tout est au ralenti. Le coq fait à 2500, 2750, le gros coq. Et la pintade, maintenant c'est un prix fixe à 4000. Au début c'était à 3500. Il y a une augmentation de 500 francs. Ce n'est pas que c'est cher. C'est l'argent qui ne circule pas dans la ville. Sinon, nous-mêmes, on paye ça à 3500 voire 4000 francs. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Nous, on le vend en fonction de la situation. Sinon, notre bénéfice ne dépasse pas 250 francs, voire 500. S'il y a hausse, c'est la population qui la provoque. Parce qu'ils partent payer l'unité à 5000 francs, là où nous, on paye ça à 4000 francs, en gros. Il est important de souligner que la religion musulmane ne fait pas obligation à ses fidèles d'utiliser que les pintades ou les poulets le jour de la fête de l'Aïd al-Fitr. L'actualité hors de chez nous aux Pays-Bas, deuil national ce mercredi. Les Pays-Bas qui ont perdu dans le crash du vol MH17 173 ressortissants sur les 298 victimes. 2 avions transportant une quarantaine de corps ont été dépêchés. Le clairon militaire en hommage aux victimes du vol MH17. Sur la base aérienne d'Eindhoven, la famille royale, le Premier ministre et les familles des victimes sont rassemblés. Les 2 avions militaires en provenance d'Ukraine viennent d'atterrir et dans le silence, le premier cercueil touche le sol néerlandais. Au total, 298 personnes ont péri dans le crash du Boeing, mais seule une quarantaine de corps ont été ramenés. Les autres dépouilles se trouvent toujours en Ukraine, certaines seraient même encore sur les lieux du drame. Le convoi de corbillards prend la route, direction la base militaire d'Hilversum. Dans les prochains jours, les corps rapatriés aux Pays-Bas vont ici être identifiés. En attendant, des anonymes viennent déjà y déposer quelques fleurs en ce jour de deuil national. Israël enterre ses morts. 32 soldats israéliens ont été tués et 2 civils.
Le corps de Moshe arrive au cimetière militaire du mont Herzl. Le jeune appelé de 20 ans est mort lors d'un échange de tirs avec des combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Sa famille est sous le choc. Sa sœur, Esther, prend le micro lors de la cérémonie et après un discours poignant sur son frère, adresse un message à Benjamin Netanyahou. Je voudrais dire à notre Premier ministre, faites que le sang de nos proches n'ait pas été versé en vain. Pour rien. Ne capitulez pas, ne cédez pas. Détruisez-les jusqu'au dernier. Moshe servait dans le régiment des Golani, celui qui jusqu'ici a payé le plus lourd tribut durant cette opération. On se bat contre un ennemi vraiment vicieux, qui ne va pas capituler facilement. Mais il faut serrer les dents et continuer parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. La douleur ressentie par la famille de Moshe, Reuven et Sarah l'ont vécue il y a un peu plus de 5 ans. Leur fils Nitai combattait aussi dans le régiment des Golani. Il est mort lors de l'opération Plomb Durci. Je ne souhaite ça à aucune mère et à aucun père au monde. Nous, on s'identifie forcément avec les familles qui aujourd'hui reçoivent cette terrible nouvelle. Le pire les attend. D'abord se confronter à la réalité de cette perte, puis le manque, le vide et la douleur. Le père de Nitai est amer. Pour lui, cette nouvelle opération terrestre démontre que le sacrifice de son fils a été inutile. La première nuit de l'opération, j'ai eu l'impression qu'un réalisateur sadique avait fait un copier-coller de Plomb Durci. On ne peut pas justifier de renvoyer des soldats chez eux dans des cercueils, sachant que dans 2 ans, on va retourner se battre au même endroit. Bordure protectrice est la 3e opération israélienne dans la bande de Gaza en l'espace de 6 ans. La majorité des Israéliens souhaiteraient que ce soit la dernière et malgré les pertes, ils soutiennent la ligne dure de leur Premier ministre. Au final de cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Et c'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.